Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Transparence et bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maud Bigan. Bonjour Maud. Et bonjour Florian. Aujourd'hui on va revenir un peu sur le sujet de la semaine dernière, notamment tu vas citer un article du Canard avec pour titre sur la loi énergie-climat, les amendements d'un désintéressement total. C'est ça. En gros voilà les conséquences des usagers sur les prix à venir. Les conséquences pour les usagers, ouais, disons des augmentations de factures à venir, liées notamment au fait que le gouvernement semble aller complètement dans le sens des concurrents d'EDF, dont Total possède plusieurs sociétés, donc d'où le désintéressement total dans le titre de cet article du Canard, donc de cette semaine. Qui vont, avec humour et satire évidemment comme d'habitude, dénoncer la manière dont les lobbyistes de Total, qui donc je répète possèdent l'Empiris, Direct Energy et autres, donc des concurrents de EDF, eh bien la manière dont en fait ils vont avoir transmis aux députés des sortes d'amendements clés en main qui visent à notamment doubler le quota que EDF serait obligé de vendre à bas prix à ses concurrents, sachant qu'actuellement c'est déjà un quart de sa production. Eux souhaiteraient aller jusqu'à la moitié de la production de EDF, en gros, qui devrait leur être fournie à bas prix. Rappelons qu'en fait, avec cette énergie à bas prix, à 42 € du mégawattheure, eh bien, ils spéculent sur le marché de l'énergie, le marché européen de l'énergie, pour lequel les prix ont flambé, ont beaucoup augmenté au cours des 2 dernières années. Ça peut encore augmenter, on peut s'attendre encore à ce que ça augmente encore. Tout est possible, tout est possible. Mais ce que ça veut dire, si tu veux, c'est que quand le coût d'EDF, le coût de l'électricité, on va dire sur le marché de l'énergie était plus bas que les 42 € du mégawattheure, eh bien, EDF se retrouvait avec son énergie sur les bras et ne pouvait pas la vendre à ses concurrents parce qu'ils se fournissaient moins cher. Ils n'étaient pas obligés de l'acheter, donc ils se fournissaient moins cher sur le marché de l'énergie. Et par contre, évidemment, et ça a été le cas récemment, depuis 1 an et demi à peu près, les marchés de l'énergie ont beaucoup augmenté. Et donc là, eh bien, les concurrents d'EDF spéculent en rachetant à EDF son énergie pas chère, que EDF est censé vendre à 42 € du mégawattheure, et ensuite ses concurrents la revendent cette énergie sur le marché européen de l'électricité plus cher. Donc chacun veut acheter une partie la plus rentable. Voilà, évidemment, mais ça veut dire que EDF perd à tous les coups. Si tu veux, quand le marché de l'énergie est bas, il peut pas vraiment vendre son énergie. Quand le marché de l'énergie est haut, eh bien, il est obligé de fournir à bas coût à ses concurrents pour qu'ils spéculent cette énergie-là. Et là, il se trouve que ça fait trop longtemps que le marché de l'énergie européen est élevé. Du coup, ils ont épuisé leur quota, les concurrents, et du coup, ils en veulent plus. Et on semble visiblement vouloir aller dans leur sens, puisque ce que dit cet article du Canard, c'est que dans la loi énergie-climat, donc rappelons qu'on est toujours dans des belles intentions affichées, des lois qui sont toujours censées aller dans le bon sens, on va dire, mais le diable se cache dans les détails, c'est toujours dans les petits amendements, les petites lignes cachées qu'il faut regarder. On en a eu moult fois des preuves, comme la loi Elan à l'automne 2018 qui faisait par exemple que les antennes relais ne faisaient plus l'objet qu'une simple déclaration de travaux, mettant à bas ainsi toute la loi Abeille qui essayait vaguement de garantir encore un petit peu de concertation. La loi Abeille ? Oui, la loi Abeille, la dame qui s'appelle Abeille, députée Abeille, qui avait fait un petit peu passer une loi pour essayer de maintenir une concertation au moins un minimum dans le cadre de la mise en place d'antennes relais. Eh bien, cette loi Elan, par un simple petit amendement comme cela, eh bien, faisait évidemment, mettait à bas complètement cette concertation. Donc souvent, le diable se cache dans les détails, c'est là qu'il faut bien regarder. Et là, évidemment, voilà, les amendements proposés par Total, c'est un doublement du quota, justement, de cette espèce d'obligation que EDF aurait de vendre sa production à bas prix à ses concurrents pour qu'ils puissent spéculer.
Sachant que cet article nous dit que le gouvernement envisage quand même, non peut-être pas un doublement, mais une augmentation de 50%. Donc c'est pas 100% d'augmentation, mais 50% d'augmentation. Et ça, c'était déjà ce que le gouvernement prévoyait. Donc vous imaginez bien que là, on n'est pas du tout dans l'intérêt du consommateur. On a déjà évoqué tout cela au cours des précédentes émissions, mais je vous réfère notamment à plusieurs articles sur ce sujet. Notamment, on a évoqué de Mediapart, électricité vers le transfert de la rente nucléaire publique au privé, donc un article du 11 mars 2019 de Mediapart. Donc rappelons que dans cet article, on détaille, on décortique la manière dont justement on cherche à augmenter au détriment des usagers cette part justement de quotas obligatoires de vente de la production d'EDF, sachant que c'est ce qui va aussi conditionner l'augmentation que nous vivons actuellement en ce mois de juin de 6% de nos factures pour permettre que la concurrence donc avec les concurrents d'EDF, on va dire, puissent eux-mêmes augmenter leurs prix sans voir une hémorragie de leurs clients repartir vers EDF. Donc on va donc pénaliser tous les usagers de l'électricité au tarif conventionné d'EDF pour que les concurrents d'EDF puissent continuer à faire plus d'argent. Et tout ça dans un environnement où on nous avait prétendu évidemment que la concurrence allait faire baisser nos factures, aider à baisser les prix, etc. Donc cette vaste fumisterie, on l'a dénoncée autour de cet article très détaillé, très touffu que je vous invite à regarder au cours des émissions précédentes. On a également évoqué la semaine dernière le démantèlement de EDF tel qu'il est prévu par le gouvernement, donc avec un découpage, on va dire, des morceaux les plus juteux, notamment d'Enedis, d'accord, qui est jusqu'ici une bouée, on va dire, pour EDF, qui a dans un contexte d'endettement très important, de plombage de son bilan par notamment le PR de Flamanville, qu'il a été obligé de reprendre à Areva, dont on va parler en deuxième partie d'émission. Effectivement, on a une situation où EDF a énormément de problèmes financiers. Le gouvernement, d'ailleurs, continue à lui mettre la tête sous l'eau en promettant d'autres EPR, notamment à l'Inde, 6 EPR supplémentaires qui ont été prévus, et en insistant pour que EDF continue dans son projet de Hinkley Point, donc de construire 2 EPR à Hinkley Point, donc en Angleterre, alors qu'on n'arrive déjà pas à terminer celui de Flamanville. Rappelons-le, on a encore là maintenant avec ce dernier rebondissement après le problème d'homologation de la cuve qui ne serait pas aux normes d'un point de vue sécuritaire. On a un problème de soudure, d'accord. On va pas détailler ça aujourd'hui, mais on est dans une histoire à rebondissement avec un doublement voire triplement du budget initial de l'EPR de Flamanville. Rappelons-le, 3 milliards et demi, on est plutôt à 11 milliards, on a 10 ans de retard. Donc en fait, on est dans une situation où continuer à vouloir promettre de construire d'autres EPR, c'est continuer à saper EDF. Et on l'amène à une position où on ne peut pas faire autrement que de dire, eh bien, pour sauver ce qui est indispensable, c'est-à-dire la production nucléaire française, qui représente quand même 70% de notre production électrique aujourd'hui, eh bien, il faut vendre les morceaux les plus juteux, les morceaux qui rapportent, notamment Enedis. Évidemment, la mise en place des Linky, dont on parle à cette émission depuis 3 ans, en fait partie, puisque c'est une plus-value apportée à Enedis, qui devient, comme l'avait dit Monsieur Monloubou, son directeur, un opérateur de big data. Rappelons cet article du Journal du Net de 2016. Donc Enedis est un opérateur de big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Et ça, c'est sans nul doute un élément en faveur d'Enedis qui va permettre de monétiser encore mieux la compagnie auprès d'agents privés, d'investisseurs privés. Rappelons que Enedis a contribué pendant très longtemps donc à soutenir les comptes de EDF. Rappelons cet article donc de Alternative économique de janvier 2018 intitulé Enedis, la pompe à finances d'EDF, et où on montrait que d'un point de vue en moyenne, Enedis voyait 82% de ses bénéfices siphonnés par sa maison mère, EDF, annuellement, qui ainsi équilibrait ses comptes grâce à cette vache à lait, quoi. Donc là, c'est très court-termiste d'envisager de vendre les meilleurs morceaux, les choses qui peuvent rapporter le plus, parce qu'évidemment, peut-être qu'on peut dégager
ponctuellement une marge qui permet de rapporter un peu au pot. Mais d'un autre côté, on se prive de toutes les rentes à venir. C'est ce qu'on observe aussi avec le projet du gouvernement de vendre au privé la Française des Jeux, par exemple, qui est une véritable vache à lait aussi. En fait, on sabre et on vend aux copains la majorité des choses qui rapportent. Mais si on fait ça, c'est forcément soit parce que on n'envisage pas l'avenir, c'est-à-dire qu'on se concentre sur le présent et que tout ce qui compte, c'est le présent, ou c'est parce qu'on a la garantie d'un apport financier ultérieur supplémentaire. Et cette garantie, eh bien, nous l'avons dans le cadre de l'énergie. Parce que l'énergie, on le sait bien, c'est absolument crucial. C'est stratégique pour un pays, mais évidemment pour sa population. Donc, d'une manière ou d'une autre, aller dire aux gens maintenant, l'énergie, on va doubler son prix, par exemple, on double le prix de l'électricité, est-ce que les gens vont renoncer à l'électricité pour autant? Probablement pas. C'est indispensable. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à être complètement la tête sous l'eau et qui vont plus pouvoir se chauffer, par exemple. Ça, oui. Qui vont acheter, comme aujourd'hui déjà, des poêles à pétrole, des choses comme ça. Mais, ou qui vont essayer d'aller vers le bois. Oui, voilà, trouver d'autres alternatives, granulées, alternatives, tout ça. Voilà. Oui. Mais on en reparlera, parce que pour la filière bois aussi, on est en train de piller la forêt française, notamment au niveau de la Chine et d'autres. Donc, on risque, des conséquences. Oui. On risque de bientôt plus avoir non plus cette alternative-là. Donc, il va devenir très indispensable de s'intéresser à la chose publique et d'arrêter de regarder Game of Thrones et Plus belle la vie. Voilà, petit avertissement à nos auditeurs. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, soyons clairs, on est dans une situation où, eh bien, on prépare des lendemains douloureux à nos contribuables et à nos usagers. Parce qu'effectivement, ce sera eux qui seront chargés de soutenir le système quand les fameuses vaches à lait qui jusqu'ici aident EDF à se maintenir à peu près à flot n'y seront plus. Rappelons déjà qu'en 2016, quand même, il y a eu 3 milliards de recapitalisation d'EDF, quand même. Et cette recapitalisation, évidemment, elle sort de quelle poche? Je vous laisse imaginer. Par ailleurs, il faut quand même regarder un peu plus, on va mettre un coup de projecteur dans cette deuxième partie d'émission sur Areva. Parce que Areva, donc fondée en 2001, était chargée donc de tout ce qui était plutôt amont et aval de la filière nucléaire. Donc avec Anne Lauvergeon qui a fait donc les 2 premiers mandats avant d'être, on peut le dire plus ou moins, virée par Nicolas Sarkozy en 2011 en raison visiblement d'un bilan assez catastrophique dont on reviendra et qui aura coûté aux contribuables quelques années plus tard 5 milliards pour essayer de sauver une partie d'Areva. Areva étant donc chargée de tout ce qui est l'amont. Je vous parlais de l'approvisionnement en uranium, par exemple, la préparation du combustible. Et puis, ils étaient effectivement lancés dans l'aventure de la construction des EPR. EPR, donc, en Finlande et EPR de Flamanville. Et puis ensuite, en aval, dans tout ce qui est, évidemment, le retraitement des déchets, avec, évidemment, tout ce dont on parlera peut-être dans une autre émission, les scandales autour de Bure, autour de l'incinérateur de Narbonne, voilà. Donc Areva a été dans une situation, on va le voir un peu plus en détail avec le scandale Uramine. C'était quand ça à peu près? Le scandale Uramine, l'achat d'Uramine s'est fait en 2007. Le plombage d'Areva, vraiment le début. Le sauvetage d'Areva? Non, le plombage. Le plombage. Oh, dès cette période-là, comme on va le voir, je vous citerai un certain nombre d'articles qui m'ont servi pour construire cette émission et que je vous inviterai à regarder plus en détail pour avoir toutes les informations que je n'aurai pas le temps de vous donner aujourd'hui. Mais effectivement, tout est sourcé là-dedans. Vous avez effectivement ce scandale d'Uramine qui a plombé les comptes d'Areva de façon très importante, mais vous avez déjà les difficultés de construction de l'EPR finlandais puis de l'EPR de Flamanville. Et puis vous avez également, figurez-vous, l'aventure de l'éolien en mer. L'éolien en mer on va dire, en construction semble ruineux et même en opération, figurez-vous, très cher à maintenir, très cher à entretenir, très cher à construire. C'est pas une solution, visiblement. C'est dommage parce que ça aurait peut-être permis de mettre des éoliennes, mais loin des habitations, puisqu'on a consacré 2 émissions à l'éolien dans cette... je pense que c'était aussi l'idée. Voilà, sachant qu'effectivement, on a vu que les infrasons pouvaient générer de graves problèmes de santé chez tous les riverains à au moins 10 km, voire plus de ces éoliennes. Et donc, entre autres, de beaucoup d'autres problèmes liés au démantèlement, aux problèmes de friches industrielles que ça risque de laisser ensuite. Là, c'est une façon de les isoler. Et puis, exactement. Sauf que visiblement, le contexte marin les rend très très chers à construire, à maintenir et à opérer. Donc finalement, la branche d'éolien en mer de Areva a été complètement supprimée, par exemple, parce que trop cher. Ils ont essayé, ils n'ont pas... Voilà.
Et visiblement, ils ne sont pas les seuls. Il y en a beaucoup, mis à part les Chinois qui peuvent peut-être réussir à faire des choses avec un travail à bas coût, je ne sais pas. Mais visiblement, apparemment, tous ceux qui se sont lancés dans cette filière-là semblent s'y casser les dents, en tout cas, à détailler. Donc, si vous voulez, par rapport à cela, il faut quand même être conscient du fait que on est dans une situation où EDF est complètement plombé par différents éléments. Ils ont dû reprendre le PR de Flamanville quand Areva a fait faillite. Ils sont plombés par cette loi NOM qui, autour des années 2010, a commencé à finalement obliger EDF à vendre à perte, pratiquement, en tout cas à prix coûtant, à ses concurrents une partie de son énergie, qui s'est vu donc piquer des clients par ses concurrents, d'accord. Et puis que là, on voudrait encore déposséder d'une plus grande partie de son électricité, pour lesquels on voudrait aussi revoir le mode de calcul du comptage de l'électricité. Enfin, que l'on précipite encore dans la construction d'autres EPR supplémentaires alors qu'on n'arrive pas déjà à finir celui de Flamanville, on est dans une situation où on met sciemment la tête d'EDF sous l'eau et où après, une fois qu'il est bien en difficulté, on le découpe et on vend peut-être aux amis, les plus juteux morceaux. Donc, il faut bien comprendre que ça n'est pas du tout dans notre intérêt. Si je récapitule très rapidement l'affaire Uramine, qui a nécessité, entre autres, ce sauvetage d'Areva. Donc, Areva, fondée en 2001, dissoute autour de 2015, 2016, avec une partie qui a été sauvegardée et renommée sous le nom de Orano, en particulier pour tout ce qui est le traitement des déchets. D'accord. Rien de tel qu'un bon changement de nom pour faire table rase, bien qu'évidemment il ait fallu mettre 5 milliards au pot dans l'intervalle. Et ensuite, eh bien, vous avez une situation où l'EPR de Flamanville a été retransmis, refourgué, on pourrait dire, à EDF. L'EPR de la Finlande, avec toutes les pénalités et les 10 ans de retard, 400 millions d'euros par an de retard, quand même, en termes de coûts de fabrication. Plus un petit 400 millions de pénalités de retard. Qu'il a fallu payer en plus. Et on nous dit encore, on s'estime heureux. D'accord. Donc ça, c'est le bilan un peu catastrophique d'Areva. Et puis, il reste effectivement tout ce qui concerne donc la partie éolien en mer, on en a parlé déjà, et puis tout ce qui est l'approvisionnement en uranium. Alors, il faut comprendre que dans le début des années 2000, il y avait cette tension sur le marché de l'uranium et que bien les acteurs, y compris les acteurs bancaires, se précipitaient pour essayer d'acheter des mines d'uranium en pensant que la ressource deviendrait rare. Il faut savoir aussi que la Chine évidemment est en train d'étendre son influence et depuis cette époque-là au moins sur l'Afrique et donc en approvisionnement nucléaire. Je pense que la France a essayé de sécuriser son approvisionnement en diversifiant ses sources qui généralement étaient plutôt centrées sur le Niger. Donc, il se trouve que en 2007, Areva a acheté au prix fort, en pleine spéculation financière, une entreprise qui jusqu'ici n'avait produit aucun uranium, Uramine, qui était cotée à la bourse de Toronto, qui apparemment est connue pour être relativement laxe dans ses contrôles, qui a fait l'objet d'une spéculation intense, en particulier à partir du moment où Areva a commencé à s'y intéresser. On a vu arriver des tas d'intérêts bancaires, Goldman Sachs, HSBC et autres. Cet achat s'est fait donc à un prix extrêmement élevé, surévalué, avec des mines d'uranium dont on n'avait jamais vérifié si en fait elles allaient vraiment produire, si les gisements mirifiques qu'on faisait miroiter à Areva étaient vraiment réels. Et en fait, il se trouve qu'il y a des géologues à l'intérieur de la maison d'Areva qui ont tiré la sonnette d'alarme parce que figure-toi que dans les archives d'Areva, il y avait les dossiers de l'ancienne entreprise similaire, la Cogema. Et que donc dans les années 60-70, sur les fameux gisements, il y avait eu des études de fait qui avaient prouvé qu'ils étaient soit tellement peu importants en termes de densité d'uranium, qu'ils étaient moins importants que les gisements du Limousin que l'on qualifie de stériles. Bon, ça te donne une idée. Ou bien qu'il y avait des quantités, mais qu'ils étaient inexploitables, comme par exemple en Centrafrique, parce que entourés d'une gangue de roches qu'on appelle l'apatite et que l'on ne sait pas si tu veux, séparer de l'uranium. Donc, ils avaient tous les éléments pour savoir que c'était des ressources inexploitables. Ils s'y sont lancés en achetant au prix fort. Ils ont accepté de signer un premier accord qui ne laissait pas de fourchette de prix. Ils ont pris des risques.
Ils ont pris plus que des risques. Quand tu vois, en fait, après, quand la brigade financière a fait des recherches, après un rapport incendiaire de la Cour des comptes qui date de 2013, quand la brigade financière a fait des recherches là-dessus, ils ont bien trouvé qu'effectivement, il y avait eu énormément d'actionnaires du Ramin qui ont été quelque part récompensés par cet achat au prix fort, 2,5 milliards de dollars achetés, donc 1,8 milliard d'euros pour cette entreprise qui n'aura rien donné. On a caché cela dans les comptes. Ça n'est apparu dans les comptes de Areva que quand Anne Lauvergeon a été remerciée en 2011. Donc on a caché la chose alors que des certain nombre de mines ont arrêté d'être exploitées dès 2009. Donc ils savaient très bien qu'il n'y avait rien derrière. Dans l'intervalle, ils avaient encore dépensé 1 milliard d'euros supplémentaires pour des équipements, pour faire comme s'ils allaient les exploiter. Donc ils ont peut-être essayé de les exploiter. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils avaient dans leur carton déjà les analyses de ces mines et qu'ils savaient déjà pertinemment qu'il n'en ressortirait rien. Ou qu'ils n'avaient pas regardé, ce qui est encore pire. C'est une faute inexcusable. Parce que derrière, ça creuse évidemment le bilan de façon énorme. Et qui c'est qui paye? C'est les contribuables. Voilà, je répète, c'est les contribuables, à nouveau. Voilà, donc il est très important de s'intéresser à la chose publique et de ne pas laisser passer ce genre de choses. Quand vous voyez des personnes comme Anne Lauvergeon qui quittent cette entreprise avec 1,5 million d'euros de pénalité, d'indemnité de départ qu'elle obtient grâce à un procès contre Areva qui lui donne raison au tribunal de commerce, quand on voit qu'elle reçoit la Légion d'honneur en 2014 et quand on voit en finale qu'on a cherché à lui donner tout un tas de présidences d'entreprises publiques après, vraiment, il faudrait quand même qu'un certain nombre de personnes, on va dire, payent les pots cassés de leur disons, gestion désastreuse et que l'on s'interroge sur pourquoi... On arrive à la fin. Je termine. Pourquoi Rapidement. on a laissé si longtemps ces comptes-là se détériorer de façon énorme, alors que derrière, eh bien, c'est le contribuable qui doit payer, c'est de l'argent public. Voilà. Interrogeons-nous sur la question et ne laissons plus passer. Merci beaucoup, Maudom. À la bientôt. prochaine.